Donc, en fait, on est très impressionnés. Donc, on va essayer d'être sur le mode un peu cool. Mais en définitive, on s'attendait à une petite salle, un peu gentillette, tous entre nous. Voilà. En fait, on est entre nous, mais on est nombreux. Et ça fait plaisir. Je vous demanderai, avant de laisser la parole à Amélie, qui va introduire la première oratrice, un mot-clé pour cette session qui est l'indulgence. Pourquoi de l'indulgence? Premièrement, indulgence vis-à-vis des organisatrices et des oratrices et orateurs. Certains ont pu se déplacer, c'est génial, d'autres vont être en distance. Certaines ont terminé le topo genre minuit et se sont levées très tôt pour être là à 8 heures et puis vous mettre dans des enveloppes. Donc voilà, on est un peu fébrile parce qu'en fait, je pense qu'on aurait pu donner encore mieux, mais on n'avait pas le temps. Donc c'est pas grave, grande indulgence envers nous. D'autre part, que le thème semble vous plaire. Donc j'espère, l'indulgence supplémentaire, c'est qu'on sera à la hauteur des attentes. Et puis, c'est comme nous, les patients, c'est vous, les soignants, donc vous allez être indulgents et vous allez entendre là où on en est et vous allez nous accompagner là où on veut aller. Indulgence par rapport à la salle. On aurait eu tellement préféré voir interagir avec vous, faire remonter des questions, etc. Donc du coup, elle n'est pas adaptée à cela, mais n'hésitez pas. On va laisser des temps de questions, je pense, assez longs. En fait, on s'est rendu compte, comme ça, au fil de l'eau, qu'on a des topos qui ne sont pas non plus méga grands. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions après. Enfin, n'ayez pas peur, c'est débile. Prenez le micro, posez des questions, quoi. Enfin, je veux dire... Et enfin, pensez encore, on redira à la fin du topo qu'il reste encore des enveloppes qu'on a distribuées ce matin en gentille Natacha. Et on a encore plein d'enveloppes pour les CRCM. Donc, si vous n'avez pas reçu votre lot d'outils éducatifs, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir, soit Amélie, soit moi, pour qu'on vous donne votre jolie enveloppe 3 cm d'épaisseur qu'on a pu monter à 10 cm pour mettre dedans et blinder tous les outils qui sont distribués. Je vais rester toujours dans ce champ de l'indulgence. Je vais rester debout pour permettre à Julie de rester assise. Donc, l'oratrice est maintenant là-bas. Merci. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Julie Beretti, qui est psychologue clinicienne au CRCM adulte de Bordeaux et au centre de transplantation, et qui va vous présenter quand le CAF Trio vient faire bouger les lignes. Merci. Alors, est-ce que vous... Oui. Vous m'entendez. Donc effectivement, je suis un peu patraque. Donc du coup, c'est pour ça que je reste assise. D'habitude, je peux me tenir debout. Donc on m'a invitée à venir vous parler de ce que je perçois de ma pratique en tant que psychologue clinicienne en CRCM adulte depuis l'arrivée du CAF Trio. Je m'appuie pour ça sur les échanges avec les patients, leurs proches, les soignants, le groupe du GTEM que je co-anime avec la mère d'un patient et qui a pour thème moi, ma vie, mon avenir avec la muco et le CAF Trio. Donc je vais partager un peu avec vous ma perception de comment le CAF Trio est venu et vient encore faire bouger les lignes au niveau de l'histoire de la muco en elle-même et au niveau de l'individu atteint de muco. Donc force est de constater qu'aujourd'hui, le CAF Trio constitue un virage dans l'histoire de la mucoviscidose, de par les effets impressionnants qu'il a montrés sur quand même un très grand nombre de patients et par aussi les perspectives nouvelles que ça ouvre. Ce médicament, il a suscité et il suscite toujours une vague d'espoir et d'euphorie qu'on a rarement l'occasion de voir et de vivre en médecine. Et en plus à une si grande échelle, je dirais, parce qu'on avait eu avant le Calideco, l'Orkambi, qui nous avait donné à voir que les choses pouvaient bouger dans la muco, mais je dirais pas dans ces proportions-là. Et ça s'est avéré particulièrement vrai pour les patients qui étaient extrêmement sévères au moment de l'arrivée du médicament. On a tous, je pense, dans la salle en tête des patients qui ont bénéficié de ce traitement alors qu'ils étaient en réa et qui sont sortis de réa, des patients qui allaient être listés et qui finalement n'ont pas eu besoin d'être listés sur liste d'attente de greffe, des patients qui ont pris 30 points de VEMS en 15 jours. Et ça a fait finalement le lit du virage auquel on est en train d'assister, à mon sens. Cet espoir, en plus d'avoir été donc ressenti par ces premiers patients très sévères que je viens d'évoquer,
a aussi été ressenti par tous ceux, et ça représente finalement l'énorme majorité, qui craignaient un jour de se dégrader et qui peuvent maintenant espérer que ça ne soit pas le cas ou plus tard. Ce virage, il est suffisamment rare et spectaculaire pour que beaucoup de patients l'aient évoqué et qualifié avec des termes de miraculeux, d'à peine croyables, qui ont le sentiment que, voilà, enfin, c'était arrivé, la recherche avait trouvé. Il faut voir que ça a été accompagné, en plus d'une vague de communication assez majeure, avec la création de multiples groupes d'échange, entre autres sur les réseaux sociaux, mais aussi avec des reportages télé, des articles de presse. Moi, ma famille n'a jamais autant su ce que je faisais dans la vie, et qui sont venus nourrir aussi la représentation magique de ce médicament, en mettant en avant, évidemment, les témoignages les plus spectaculaires et initier peut-être les prémices d'un changement d'image de la mucoviscidose dans l'imaginaire collectif. Bien entendu, ce contexte constitué donc à la fois d'une réalité objective, tangible, mais aussi de représentation autour du thème du miracle et de la magie, n'est pas sans conséquences sur le plan psychologique pour les patients, et en particulier pour ceux qui sont un peu en marge, entre guillemets, c'est-à-dire ceux pour qui l'effet a été minime, voire nul, et pour les patients non éligibles. Les premiers décrivant un sentiment d'injustice, en se disant pourquoi ça ne marche pas pour moi, tout le monde dit que c'est merveilleux, mais moi je ne vois pas la différence. Et les seconds pouvant se sentir carrément laissés pour compte, abandonnés, autant par la médecine finalement que par la communauté aussi parfois. On constate que cette façon de percevoir le Kaftrio engendre aussi pour beaucoup une crainte que la magie s'arrête, comme si miraculeusement le Kaftrio avait mis la muco sur pause et qu'à tout moment elle pouvait revenir. Et là on touche du doigt les témoignages que peut-être vous avez recueillis aussi du vécu particulièrement insupportable des patients en cure après des phases d'amélioration de plusieurs mois. Alors, est-ce la peur du retour en arrière? Est-ce que, évidemment, c'est intolérable et impensable de vivre à nouveau une contrainte liée à la muco, alors qu'on a touché du doigt le fait d'avoir plus de liberté, une vie avec moins de symptômes et moins de freins? Là, je partage avec vous que je prends les choses au fil de l'eau et que ma compréhension là-dessus est encore incertaine. Et à mon sens, on ne peut pas évoquer ce virage historique dans la mucoviscidose sans parler aussi des nouveaux dépistés, a fortiori depuis l'ouverture du traitement aux enfants, et de la représentation qu'on se fait de leur avenir. Parce que ce médicament, du fait du virage qu'il a amorcé dans la muco, pose à mon sens la question de comment on va se représenter cette maladie à présent et encore plus à l'avenir. Et donc de comment on l'annonce, de comment c'est reçu aussi et de comment ça le sera dans quelques années. Question qui, j'imagine, est déjà tout à fait d'actualité en pédiatrie et qui résonnera peut-être différemment si la représentation de la muco vient à évoluer. En effet, quand on annonce une maladie, pour peu qu'elle soit un peu connue, ça convoque chez la personne qui reçoit le diagnostic une représentation de la maladie en question qui appartient en général à l'imaginaire collectif, qui est souvent caricatural. Par exemple, si on parle du cancer, même encore aujourd'hui avec l'évolution des situations, on peut voir plutôt quelqu'un de très affaibli, sans cheveux, avec une perf de chimio dans le bras. Et dans la muco, jusqu'ici, l'image qui est convoquée pour le grand public, c'est quand même celle de Grégory Le Marchal et du destin tragique et prématuré qui a été le sien. Et donc, qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années? Est-ce que ça aura bougé ou pas, à tort ou à raison d'ailleurs? Comment les parents se représentent l'avenir des bébés nouvellement diagnostiqués aujourd'hui? Quelle espérance de vie ils peuvent espérer pour leur enfant? Et on peut imaginer que aussi cette évolution potentielle, elle vienne poser des questions dans le champ adulte, avec, est-ce que ça va faire percevoir différemment l'intérêt du conseil génétique, l'intérêt du diagnostic préimplantatoire? C'est peut-être des questions qui émergeront dans quelques temps. Enfin, pour en terminer sur ce tournant dans la mucoviscidose en elle-même, je pense qu'il est utile de dire que nous, équipe de CRCM,
on a également été pris dans ce contexte particulier et qu'on a partagé avec les patients et les familles ces mêmes vécus de joie, d'espoir, de déception parfois, d'irréalité aussi, de découverte un peu au fil de l'eau, et que ça nous a impacté dans notre prise en charge, et qui sera d'ailleurs peut-être amenée à évoluer elle aussi. Je crois que vous en avez parlé dans la session précédente. Avec ce qu'on vient de décrire, on peut difficilement imaginer que le CAF-TRIO serait venu faire bouger les lignes de la mucoviscidose en elle-même sans venir finalement créer de bouleversements personnels à différents endroits de l'individu porteur de muco, qui voit effectivement de nombreux repères intrinsèques se modifier et venir bouger finalement l'équilibre qui était le sien. Par rapport à ces repères, le premier qui me vient et qui me paraît touché, c'est bien le corps. Dans son aspect presque morphologique, on peut citer comme illustration manifeste à ce propos les prises de poids majeures qu'il y a pu y avoir et rapides à l'introduction du CAF-TRIO pour certains patients, mais aussi certains effets secondaires comme l'acné. Bien entendu, ces changements-là, ils ont un retentissement sur l'image que le patient a de lui-même, sur l'image que les autres peuvent se faire de lui. Et je ne développerai pas forcément plus ce propos parce que je crois que les sessions suivantes peuvent avoir un retour sur avant-après CAF-TRIO pour les patients autour de l'image de soi. Mais quand même, concernant ce champ corporel, il me paraît difficile de ne pas évoquer avec vous la modification des sensations corporelles et des symptômes, entre guillemets, habituels de la muco, parce que ça a confronté les patients à une question assez déstabilisante de comment marche mon corps à présent. Avec l'idée qu'il allait falloir finalement redécouvrir un état de base. D'ordinaire, il toussait, il crachait, c'est plus le cas. Il y a des nouvelles sensations. Quand il y a des sécrétions, ils les décrivent par exemple plus fluides. Est-ce que c'est les mêmes alertes en cas d'encombrement, etc. Dans la même lignée de redécouverte de son corps, les patients, évidemment, ils expérimentent de nouvelles capacités physiques pour un certain nombre d'entre eux. Certains peuvent se mettre à faire du jogging, d'autres à aller faire de la randonnée en montagne. Et la question sous-jacente ici, c'est plutôt quelles sont les nouvelles limites de mon corps. Et d'ailleurs, on a pu observer chez un certain nombre de patients une pratique intensive, voire excessive parfois, du sport, dans l'idée de mettre à l'épreuve ce corps-là pour voir jusqu'où ils peuvent aller maintenant. Donc, le CAF-TRIO, il vient faire bouger les lignes à un niveau corporel très incarné, mais ça semble aussi bousculer des choses autour de, je ne sais pas comment je pourrais le dire, de l'expression du tempérament, si je disais ça en langage courant. La question qui se pose ici, c'est quid peut-être d'effets secondaires qui viendraient modifier la gestion du stress du patient, sa capacité de régulation émotionnelle, ses réactions face aux événements, et du coup, finalement, son rapport aux autres et à l'environnement. On peut d'emblée citer les témoignages de patients assez nombreux quand même, autour des sautes d'humeur qui décrivent, avec parfois même une intervalle libre de plusieurs mois où ils n'avaient rien du tout, et d'un coup, ils se mettent à avoir des sautes d'humeur, souvent associés d'ailleurs à une forme d'irritabilité. La conjugaison de ces deux éléments mettant évidemment à mal les relations et donnant l'impression d'un changement de personnalité, aussi bien pour le patient qui ne se reconnaît pas dans ses réactions que pour les proches qui sont déroutés et qui ne savent pas forcément comment y réagir puisque son proche n'était pas comme ça avant. On a observé également que certains patients présentent une impulsivité qui pénalise leur capacité de juste régulation émotionnelle et aussi leur capacité de prise de décision réfléchie et adéquate, et ils s'en plaignent pour un certain nombre. Ils décrivent qu'ils s'emportent, qu'ils partent au quart de tour et qu'ils passent leur temps à s'excuser. En parallèle de ça, il me faut quand même évoquer les troubles du sommeil. Dans les retours patients que moi je peux avoir, qui sont principalement à type de réveil nocturne, certains jusqu'à 10 par nuit, et qui constituent un problème en soi, puisqu'ils sont épuisés, mais qui en plus viennent finalement potentialiser les effets décrits précédemment de saute d'humeur, d'irritabilité.
et qui peuvent faire peut-être même le lit de troubles anxio-dépressifs dont probablement on entendra parler à la session suivante. Donc pour moi, on voit là que le CAF-TRIO, il est venu faire bouger en interne finalement la connaissance qu'on a de son propre fonctionnement habituel. Il vient, à mon sens, aussi toucher quelque chose de très intime, qui est le rapport à la maladie, et ce, à différents niveaux. La mise en place du CAF-TRIO, accompagnée, donc, comme on l'a vu plus haut, de représentations très spécifiques, a suscité pour les patients beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de questions initialement. Est-ce que le traitement va marcher pour moi? À quel point? Qu'est-ce que je peux en attendre? Est-ce que je vais avoir des effets secondaires? Lesquels? Est-ce que ça va se maintenir à long terme? Est-ce que si je ne le prends pas, qu'est-ce qui se passe? Comment je gère le fait qu'il y ait peu de recul sur ce traitement, etc. Tout ceci traduit comment ce traitement est venu, avant même d'être pris, bousculer le patient adulte dans sa connaissance de sa muco. À cet endroit-là, le patient, il a aussi été mis dans la posture de celui qui allait devoir découvrir au fil de l'eau. Le rapport à la maladie du patient, il a aussi été bousculé dans le concret, c'est-à-dire que la place que prenait la muco au quotidien, le rapport au traitement, aux soins, la balance qui était faite quotidiennement entre la contrainte liée à la muco et la contrainte de la vie quotidienne, a bougé. Et donc l'équilibre que le patient avait trouvé dans sa vie avec la maladie, quelle que soit la place qu'il lui avait donnée, vient aussi être bousculé. Et effectivement, dès lors que le patient a été mieux, certains symptômes ont disparu, le traitement s'est allégé et la maladie a pris moins de place et la balance qui était donc enfin à l'équilibre pour certains se trouve bousculée et le patient a pu se sentir parfois déstabilisé dans sa vie en se retrouvant dans finalement une situation qu'il peut lire comme assez paradoxale, qui est de se sentir moins bien parce qu'il va mieux. Et c'est toujours difficile de réaliser qu'on a une tendance naturelle à préférer finalement, tout à fait inconsciemment évidemment, la sécurité de ce qui est connu et maîtrisé, même si la situation est plutôt déplaisante, plutôt que l'inconfort initial de l'inconnu, du nouveau, même si celui-ci est porteur d'amélioration. Et donc, s'autoriser à partager ça avec ses proches qui ont parfois été tellement inquiets, mais aussi avec les équipes de CRCM qui se réjouissent pour lui, constitue pour certains patients un point délicat à dépasser, parce qu'il peut avoir le sentiment qu'il ne serait pas compris ou qu'il passerait pour un ingrat, alors que finalement, être déstabilisé parce que ça bouge paraît hyper logique. Et donc, on voit que le CAF-TRIO est venu faire bouger le rapport à la maladie, à son propre corps, à ses réactions, à son équilibre au quotidien. Et donc, ça vient inévitablement faire bouger la dynamique relationnelle et la place que le patient occupe au sein du système. En effet, le patient, il a gagné en autonomie pour certains, en perspective, et il suscite souvent moins d'inquiétude du côté de ses proches, dont l'attitude et l'attention peuvent alors bouger et venir déstabiliser l'équilibre relationnel antérieur. Ça peut parfois susciter comme un sentiment d'abandon pour le patient, que certains patients traduisent de façon très nette. Est-ce que mes proches vont m'aimer autant maintenant que je vais bien ? Et ça questionne plus largement le rôle que la muco a joué dans la place attribuée au patient au sein de sa sphère familiale ou amicale. Qu'est-ce que le statut de malade lui a conféré comme place, même s'il n'avait rien demandé. Et ça questionne aussi le patient dans ses modalités relationnelles au sein même de ces systèmes. Je tiens juste à préciser que parfois, la dynamique relationnelle, on l'a vu être déstabilisée par les projets et les désirs nouveaux que le patient s'autorise à formuler et qui viennent bousculer son couple, entre autres, beaucoup, et sa famille aussi. Le dernier repère interne qui vient être bousculé, à mon sens, et dont je voudrais vous parler, concerne le rapport au temps. J'ai un peu l'impression que c'est comme si le CAF-TRIO, il venait non seulement faire bouger l'histoire de la muco, mais aussi l'histoire personnelle du patient. Effectivement, on a observé pour beaucoup une sorte de relecture de son passé, de son état antérieur,
C'est-à-dire que quand le patient il a été amélioré par le CAF-TRIO, ça c'est finalement venu mettre en lumière qu'il allait pas si bien auparavant. Et le plus déstabilisant, c'est que pour un certain nombre de patients, ils n'en avaient pas conscience que ça n'allait pas. Et du coup, ça donne au patient à relire sa propre histoire, ses propres choix, la place que tenait la muco finalement dans ses décisions. Et c'est évidemment un exercice qui a un fort retentissement sur le plan émotionnel, parce que ça leur donne parfois le sentiment de s'être comme trompés sur eux-mêmes, de s'être cachés la vérité, mais ça les confronte aussi parfois au niveau de souffrance endurée, et de le réaliser finalement des années après, c'est pas neutre. Le rapport au temps présent, il est également bouleversé pour bon nombre de patients, car comme on l'a dit, le CAF-TRIO permet à beaucoup de voir la charge en soins diminuer et la muco prendre finalement un peu moins de place au quotidien, laissant parfois une sorte de vide qui vient interroger comment je vais investir tout ce temps gagné sur la muco pour qu'il ne soit pas en vain. Et la réponse que les patients trouvent pour beaucoup en fait à cette question, elle me semble, en tout cas dans ce que je vois, vraiment très tournée vers l'avenir. Et concernant ce rapport au futur, on observe que certains patients s'autorisent vraiment maintenant à le peupler de nouveaux projets qui jusque-là étaient mis de côté. Je pense qu'on n'a jamais autant eu de réorientation professionnelle, de grossesse, d'achat, de défis sportifs en tout genre, de projets de voyage. Et pour réaliser ces choses-là, évidemment, il y a des choses très concrètes à mettre en œuvre dans le présent et qui du coup, est investi comme tel. Je pense néanmoins qu'il est important de nuancer cette projection dans l'avenir que le CAF-TRIO permet d'envisager, parce qu'elle a pu être quand même assez déstabilisante aussi pour certains. Un certain nombre de patients ont grandi avec ce qu'on pourrait appeler un scénario de vie dans lequel ils avaient intégré que peut-être leur espérance de vie serait plus courte, que peut-être ils n'auraient pas à aller aux obsèques de leurs parents, etc. Et le fait que là, il y ait potentiellement plus de temps, du temps peut-être de meilleure qualité, dans lequel on est plus en forme, on va dire, peut donner, on l'a vu, un sentiment de vertige pour certains face à toutes ces nouvelles possibilités, et par rapport au fait que finalement l'avenir est moins borné en définitive. Et alors, à contrario, je fais juste une digression. Je voulais juste dire un mot de la situation des patients à qui le CAF-TRIO est donné à titre dérogatoire pour 6 mois, qui peuvent avoir des difficultés à investir l'avenir, comme si finalement le timing du renouvellement constituait une nouvelle barrière à leur projection, les plaçant dans un avenir qui a de nouveau une échéance répétée et qui en plus est soumis à la décision d'autrui. En conclusion, j'ai l'impression que le CAF-TRIO, avec tous les changements qu'il a amenés, est venu faire bouger l'équilibre du patient, donc dans différents domaines dont je viens de vous parler, et que ces domaines-là sont finalement ceux sur lesquels repose le sentiment qu'on a de se connaître. C'est-à-dire qu'on a le sentiment finalement de savoir qui on est au travers de notre histoire de vie, de la compréhension qu'on en a, de la façon dont on interagit avec les autres, de la façon dont on nous perçoit, de la façon dont notre corps nous porte, de nos réactions au monde. Et donc, moi, j'ai l'impression que pour certains patients sous CAF-TRIO, d'avoir déstabilisé par petites touches à plusieurs endroits ces marqueurs de sentiments d'identité, en quelque sorte, ça a pu leur donner l'impression globale, pour certains, de plus se reconnaître pendant un moment. Et c'est évidemment d'autant plus fort que la muco, elle prenait de la place dans la vie du patient, soit par la charge de contraintes liées à la maladie, soit par le niveau d'angoisse qu'elle générait, soit par le statut de malade avec lequel ils avaient grandi, soit encore par l'énergie qu'ils mettaient à faire comme s'ils n'étaient pas malades. Et finalement, les patients, ils ont eu et ils vont avoir encore à retrouver un équilibre avec cette nouvelle donne qui rebat les cartes dans énormément de domaines,
ce qui vient à réussir à garder le sentiment d'être soi-même alors que tant de choses ont changé et changent encore. Et c'est là où probablement la suite des présentations vont nous éclairer sur ce qui s'est passé ailleurs et sur les outils ETP. Voilà, merci pour votre attention. Et du coup, si vous avez des questions... Merci beaucoup, Julie, pour tous ces éclairages. Je pense qu'il va y avoir des questions. Et merci du temps respecté qui nous permet d'en prendre plusieurs. Là-bas, tout au fond. Oui, là-bas. Bonjour, je vais m'exprimer en tant que pédiatre. Merci d'abord pour ce topo très complet, très exhaustif, qui dresse un panorama vraiment exhaustif de ce qui peut arriver aux patients sous Kaftrio. Ça m'a vraiment alertée quand même et impressionnée de voir tout ça. Et j'aimerais quand même dire que la plupart du temps, du moins en pédiatrie, heureusement, on n'a pas toutes ces réactions et tous ces effets secondaires, même si les patients sont déstabilisés, c'est sûr. Nous, c'est aussi les parents qui sont déstabilisés. J'ai vu une maman s'effondrer en pleurs alors qu'au bout de 6 mois, son fils était dans une forme olympique. Donc, effectivement, il n'y a pas que les patients, mais aussi l'entourage et encore plus les parents quand il s'agit d'enfants. Évidemment qu'on a quelques patients, même en pédiatrie, qui ont des perturbations du sommeil. Malheureusement, certains ont développé ou manifesté une intolérance à la frustration qui n'était pas aussi importante auparavant. Est-ce que c'est lié au traitement ou pas? C'est difficile de trancher. On a même eu une histoire un peu plus sévère de patient qui a fait des bouffées d'angoisse assez terribles, nécessitant une prise en charge psychiatrique. Mais ça reste quand même un médicament incroyable. Même, il y en aura d'autres, on l'espère, mieux tolérés si on peut accuser ou imputer au Kaftrio ses effets secondaires. Simplement, je pense que si on peut, ça paraît intéressant de faire un dosage, parce qu'on a eu la chance de pouvoir le faire dans certaines circonstances. Et parfois, on a été un peu surpris, même s'il n'y a pas encore beaucoup de normes publiées, par des taux plasmatiques un peu élevés, anormalement élevés, chez des patients qui ont eu des réactions atypiques ou des réactions, notamment mon patient qui a fait ces poussées d'angoisse. Vraiment, on l'a arrêté. Ça se stabilise, mais on a plusieurs mois de recul. Ce patient, il avait des doses plasmatiques incroyables. Donc, c'est probablement pas un médicament qui est métabolisé de la même façon par tout le monde. Et peut-être qu'on va pouvoir aussi expliquer les choses si on arrive à mieux faire les dosages plasmatiques et avoir une idée des normes. Merci. Merci pour le témoignage du côté de la pédiatrie. Et je crois qu'effectivement, l'aspect des parents et la mise en route du Kaftrio est absolument pas non plus à mésestimer sur l'impact que ça peut avoir aussi sur l'équilibre familial. Et effectivement, Julie est plutôt dans le monde adulte, mais il est bien aussi de travailler peut-être l'aspect aussi pédiatrique en l'occurrence. D'autres questions, remarques? Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui comporte de nombreux constats que j'ai pu faire également dans ma clinique, en étant psychologue clinicien également, sur ces troubles anxieux, cette dérégulation émotionnelle, troubles du sommeil aussi qui sont constatés. Il me semble avoir remarqué que l'amélioration, la plupart du temps, de l'état de santé faisait que le patient finalement désinvestissait son corps, du moins il était moins préoccupé par ce dernier, ce qui provoquait la résurgence de traumatismes ou d'éléments sensibles du vivant, de l'histoire du sujet, mais auquel il n'avait pas trop l'énergie psychique auparavant pour s'en occuper en fait. Et j'ai l'impression que voilà, paradoxalement, ils vont mieux sur le plan somatique et ils vont moins bien sur le plan psychique parce que finalement, ils ont plus de temps aussi pour se préoccuper de choses qui étaient un petit peu reléguées au second plan
auparavant, compte tenu eh bien, de tout l'effort cognitif que nécessitait leur santé en fait. C'est un constat qui est partagé aussi par d'autres psychologues. Je ne sais pas si d'autres effectivement partagent cette hypothèse. Eh bien, je vais continuer aussi. Donc, moi, je suis psychologue également en CRCM pédiatrique et CRCM adulte. Donc, j'ai un peu le double regard, effectivement. Et je pense qu'il faut garder une approche qui reste autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Parce que nous, c'est vrai qu'on a eu un enfant qui, quand même, a présenté des gros troubles du sommeil. Donc, on a pensé... voilà, tout ce qui se passait sur le plan psychique dans la famille, effectivement, donc il y a eu beaucoup de transformations, la place de l'enfant qui se modifie dans la famille, et donc il y avait effectivement des éléments psychiques à prendre, mais il y a un dosage qui a été fait, et puis le CAF-TRIO était aussi dosé très fortement, donc je pense qu'il faut vraiment garder cette double approche, mais effectivement, chez les adultes notamment, il y a vraiment des états qui sont réactionnels à la prise du CAF-TRIO, avec... cette perte de sang, cette perte de repères dans le corps qu'on repère presque toutes les fois, qui des fois est un nouvel élan pour un petit peu une nouvelle vie, j'ai envie de dire, avec tous ces projets qui se mettent en place, et des fois vraiment cette perte de sens, ce vide qui vient de qui je suis maintenant finalement, voilà. Une dernière question pour Maya, là-bas tout au fond. Je voulais rester anonyme, mais c'est raté. Donc oui, moi je travaille aussi en CRCM pédiatrique. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que... je vais mettre debout parce qu'en fait je suis derrière les caméras. D'abord, merci beaucoup Julie pour cette présentation, c'était super intéressant. Je crois que la grande différence qu'on va avoir, à mon sens, entre les patients pédiatriques et les patients adultes, c'est la symptomatologie. C'est-à-dire que nous, on donne finalement CAF-TRIO à des enfants qui sont beaucoup moins malades que les vôtres. Et c'est vrai que du coup, le temps passé aux soins, même s'il se modifie, il ne se modifie pas de la même manière. Les adultes à qui vous donnez CAF-TRIO sont souvent malades depuis plus longtemps forcément puisqu'ils sont plus vieux, mais ils sont de toute façon plus malades, ou plus symptomatiques en tout cas que ceux qu'on a nous, et on voit néanmoins des désorganisations psychiques vraiment importantes avec une survenue très brutale de symptômes anxieux, dépressifs, avec des enfants qui sont en plus moins à même de réfléchir à la réorganisation psychique que ça va initier chez eux et même dans la famille. Donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que même si les choses elles se mobilisent différemment chez les patients pédiatriques et donc moins symptomatiques, elles restent quand même très présentes. Merci. Merci. Oui ? Quelqu'un voulait parler ? J'ai entendu une petite voix. Donc, vous avez compris que ça soulève effectivement beaucoup de questionnements, et on remercie l'éclairage que nous donnait Julie, puisqu'on voyait que, en fait, c'est quoi ? C'est l'ETP, comment accompagner le changement. Donc, effectivement, il se pose des questions médicales. On n'a encore pas tout répondu au niveau médical, ça c'est un fait. Mais nous, maintenant, au niveau de l'éducation thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on faire pour accompagner cela, pour rester avec nos oreilles ouvertes, etc. À ce titre, du coup, on s'était dit qu'on allait profiter peut-être de l'expérience, effectivement, qui s'est passée dans d'autres champs, d'autres maladies chroniques, d'autres avancées thérapeutiques. Comment les différents soignants ont un petit peu attaqué ce prisme-là. Et en fait, c'est un prisme qui a été très orienté. De quoi parle-t-on ? On parle des médicaments. Et en fait, c'est des avancées thérapeutiques. Et du coup, j'ai le plaisir d'introduire, mais je ne vois pas ça, il va peut-être arriver. Je dois faire... Voilà, ça me permet d'introduire monsieur le professeur Benoît Alléné, qui est clinicien, qui est pharmacien de clinicien. Enfin voilà, je n'ai pas beaucoup l'habitude de le voir comme ça, donc et effectivement, il travaille quoi. Il va m'en vouloir. Je pense que je suis bon pour un bon pot samedi soir, parce que je l'ai mal présenté. Donc effectivement, professeur Alléné est quelqu'un qui, donc dans le champ de la pharmacie, a vu arriver un certain nombre de molécules qui ont pu révolutionner
ou pas du reste, en fonction de l'adhésion des patients au traitement. Et du coup, c'est un petit peu ça le prisme maintenant, c'est de vous faire un peu questionner sur d'autres choses, d'autres champs, et qui tournent néanmoins beaucoup autour de l'adhésion thérapeutique. Et vous allez voir que on peut peut-être faire des ponts. Donc je vous laisse en compagnie, en excellente compagnie de professeur Aléné. Merci, docteur Lerena. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Nickel. Merci pour l'invitation. Merci Julie, merci Amélie, merci Cathy, parce qu'on a pris du temps à préparer. C'était fort appréciable. Je suis très impressionné parce que je vois personne, sauf Cathy, et je sens dans la salle une expertise assez phénoménale. Donc je me dis, waouh, dans quelle affaire je me suis embarqué. Et puis j'ai deux petits constats. Voilà, j'ai juste deux petits constats préliminaires, c'est qu'en fait, la femme est plus courageuse que l'homme pour affronter la fatigue et la SNCF. Donc, bravo à Julie. Et puis, deuxième constat, mais ça, je savais, le Zoom, c'est d'une tristesse. Voilà, donc c'est tant pis pour moi. Pardon? J'ai fait la photo, je te l'envoie. D'accord. D'où je parle, moi je suis universitaire et hospitalier. Je travaille au CHU de Grenoble, à l'Université Grenoble-Alpes. Vous avez un super fond très très corporate derrière moi. Je travaille dans une unité de recherche qui s'appelle Team C et mon thème de recherche, c'est l'accompagnement des comportements de santé avec un petit prisme sur les médicaments, mais heureusement pas que, sinon ça serait triste. Je coordonne l'unité transversale d'éducation du patient de l'Isère, dans laquelle j'ai l'honneur de travailler avec le docteur Lerena. Il y a un petit lien d'intérêt aujourd'hui, je suis désolé. Et puis ma pratique de pharmacien clinicien, on dit pharmacien clinicien, docteur Lerena, c'est absolument pas dans votre champ, c'est en rhumato. Alors, on va essayer de faire passer ces diapos, mais ça n'a pas l'air de bien vouloir passer. Alors, je vais sortir du plein écran parce que ça ne passe pas. On va faire ça comme ça. Est-ce que vous voyez toujours? On peut m'accompagner. Mais je vais, voilà. Est-ce que ça c'est moche ou bien? Parce que dans plein écran, ça ne passe pas. Vous voyez? Bon, on va faire ça comme ça. En termes de lien d'intérêt, je n'en ai aucun et je dirais même plus, j'y connais absolument rien à vos affaires, donc je suis naïf de l'après-midi. Donc merci pour le mot indulgence qui a été posé par Cathy. Si je dis des grosses bêtises, vous me reprendrez pendant la séance de questions-réponses. Alors moi, je suis un grand taquin et j'aime bien taquiner et je me suis permis de nous rechallenger en tant qu'expert. Vous êtes expert de votre champ et je le suis un petit peu du mien, sur les idées reçues dans l'accompagnement de l'adhésion au traitement. Et le topo cet après-midi va tourner autour de redéfinir rapidement ce qu'on entend par adhésion et puis de parler de rupture, parce que c'était un petit peu l'objectif. Vous avez ce Trio qui vient créer une rupture dans l'accompagnement de vos patients, et on parlera ça dans un deuxième temps. Donc, premier temps, un petit peu chasser les idées reçues autour de l'adhésion. Et je vous ai mis sur la diapo les gimmicks que je préfère que je passe ma vie à entendre dans les couloirs du CHU et un peu partout. L'idée qu'il y ait des bons ou des... Alors, on est tous convaincus de ce qui est sur la diapo, parce que j'ai bien compris que vous étiez expert, mais c'est vrai que les idées reçues, elles reviennent souvent au galop sans qu'on s'en rende compte. Il y a des bons et des mauvais patients. Lundi, j'étais dans un congrès où on a beaucoup parlé d'IA, d'intelligence artificielle, et j'ai été très très inquiet que l'IA se mette un jour, ou même demain matin, à pouvoir intégrer de la donnée subjective, notamment en termes d'émotion et de comportement de patients, pour se mettre à trier de manière automatique les patients. C'est un vrai fantasme de simplification. Bah oui, c'est évident. Il y a des gens qui sont des bons adhérents, puis il y a des gens qui sont pas bons. Au fait, c'est souvent comme ça que je remplis ma consultation de pharmacie clinique, parce que mes copains rhumatologues, voilà, parfois raisonnent un petit peu comme ça, ils me disent, bon allez, il faut que tu vois ce patient, parce que là, il n'est pas très bon. Souvent, cette idée de bon ou de pas bon, il est corrélé à un truc un peu bizarre, mais c'est largement aussi colporté dans nos professions médicales, que c'est la connaissance qui permet de définir si le patient est bon ou pas bon. C'est-à-dire, s'il connaît, ben, sans doute, il va faire.
En revanche, s'il connaît rien, n'a rien, c'est évident qu'il ne sait pas faire. Et puis une troisième idée reçue, c'est un truc aussi qui va peut-être nous gêner cet après-midi, hein, parce que j'ai bien conscience que ce dont on parle, c'est d'une gravité extrême, hein, le tableau. C'est grave, donc c'est évident qu'ils prennent. Alors, ces idées reçues, ben, ça fait quand même plus de 50 ans que la littérature en sciences sociales nous dit ben, faudrait peut-être nous lire, c'est-à-dire que c'est pas parce que je connais et que je sais que je fais. Et puis, deuxième élément de réponse, la littérature et notamment l'épidémie autour de la problématique d'adhésion, elle est têtue. Et une petite collection de chiffres ici présents nous montre que voilà, c'est pas d'une grande netteté, même pour des pathologies ou des tableaux d'une extrême gravité. Vous avez le VIH en bas, vous avez la transplantation d'organes au milieu. Et grosso modo, quelles que soient les pathologies chroniques dont on parle, le tableau est assez affligeant. Voilà, un patient sur deux est en difficulté dans la poursuite de son traitement médicamenteux. Alors, on met du bémol là-dessus, c'est effectivement sous-jacent à ce tableau la méthodologie pour mesurer, mais j'aurai pas le temps d'en parler cet après-midi. Voilà, on peut avoir des petits écarts. Cela dit, alors j'ai pas retrouvé en préparant ce topo, je me suis dit, je vais refaire un peu la biblio quand même. Et étonnamment, depuis les années 2000, milieu des années 2000, il n'y a plus beaucoup d'épidémios autour de l'adhésion. J'ai retrouvé un petit papier de 2019, uniquement sur l'adhésion qu'on qualifie de primaire, hein, c'est-à-dire le patient sort du médecin et ne va même pas chercher ses médicaments. Voilà, selon les pathologies dans le métabolique ou parfois dans la rhumato, on est encore à 20-30% des gens qui ne vont même pas chercher leur traitement en population générale. Bon, ça c'était une blagounette, mais ça ne va pas marcher en Zoom. Un patient sur deux suit son traitement. Blague. Voilà, ça marche. Ouf. Qu'est-ce que nous dit l'OMS? Parce qu'en fait, la modélisation de cette problématique de comportement d'adhésion au traitement médicamenteux, elle est modélisée depuis quasiment 20 ans quand même, c'est pas tout jeune. Et elle nous dit qu'il y a 5 facteurs dominants qui expliquent le fait qu'un patient puisse ou pas suivre le traitement médicamenteux tel qu'il a été défini en collaboration avec l'équipe médicale. Le premier type de facteur tout en haut, je suis désolé, on ne voit pas bien, on va descendre un peu cette affaire, voilà. Les facteurs liés à la maladie objective, hein. Moi qui fais de la rhumatologie, je passe ma vie à dire à mes étudiants de regarder l'état des articulations de la main, parce que si la main ne fonctionne pas, il y a de grandes chances que si on laisse une forme injectable en autonomie à un patient, il n'arrive même pas à ouvrir la boîte du médicament pour accéder au stylo injecteur. Donc, voilà, dans un certain nombre de pathologies, la maladie elle-même impère la capacité à administrer et ou auto-administrer le traitement. Un deuxième grand type de facteur assez classique, c'est la complexité du traitement médicamenteux. Complexité volumétrie déjà, nombre de lignes sur un traitement, complexité du plan de prise. C'est quoi un plan de prise? C'est le moment dans la journée où je dois prendre les choses. Le nombre de prises, les galéniques, qui sont aussi des choses très complexes et très à risque. Voilà, ça, on a beaucoup de littérature qui donc montre que plus c'est complexe, plus c'est à risque et plus le patient risque d'être à défaut de prendre ses traitements. Troisième type de facteur, juste en dessous, les facteurs liés au système de soins. La littérature nous parle de qualité de la relation entre le patient et le système de soins. Je remettrai le médecin en première ligne par rapport à cette modélisation, parce que c'est quand même le gatekeeper, hein, c'est l'un des premiers contacts dans l'organisation de notre système de soins. Et à la fois, on voit que la construction de cette alliance, de cette relation de confiance dans l'équipe médicale fait qu'on va pouvoir durer plus longtemps. Puis évidemment, l'organisation des soins qui est corrélée à la confiance que je fais de mon système. De l'autre côté, côté gauche, les facteurs démographiques et socio-économiques, c'est beaucoup les Américains qui ont théorisé là-dessus. C'est-à-dire, accéder au traitement, c'est pouvoir accéder au système de soins et pouvoir se payer les soins et avoir le niveau de littératie pour accéder aux soins. Là, la littérature anglo-saxonne est assez pléthorique. En France, on ne s'occupait pas trop de ces choses-là parce qu'on se croyait un petit peu au-dessus de la problématique jusqu'à ces dernières dizaines d'années. Il y a un petit peu d'équipes, notamment en sciences politiques, qui commencent à se poser ces questions. De fait, le niveau de littératie, le non-recours, ce qu'on appelle le non-recours en Sciences Po, c'est-à-dire j'ai des droits sociaux, mais j'arrive même pas à accéder au bon guichet pour plein de raisons, ça devient une problématique dans l'accès aux soins.
Et puis tout en bas, le fourre-tout plutôt lié au patient lui-même et ou à son entourage, des facteurs plutôt psychosociaux. Je vous en glisse un ou deux, mais ce n'est pas l'objet cet après-midi. Voilà, voilà des choses comme le sentiment d'efficacité perçue ou le soutien social perçu, c'est-à-dire des valeurs d'internalisation de la pathologie, des valeurs de perception de comment mon entourage me soutient dans ma pathologie. Ça, c'est largement décrit dans la littérature. J'imagine que vous avez déjà lu ça, et pour l'instant, vous dites qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce garçon. Du coup, il faut qu'on parle de rupture, du coup. Et dans le parcours que j'ai en rhumato, la rupture dont je vais vous parler, c'est l'arrivée des biologiques dans les années 2000. Moi, je suis arrivé à Grenoble en 2000, c'était les premières perfusions de Rémicade dans le rhumatisme inflammatoire. On a dû gérer notamment la pénurie, hein, c'est-à-dire, je pense qu'à cette époque-là, je devais avoir 10 traitements alloués à une file active qui était plutôt x10. Et du coup, sur un traitement qui se révèle très très rapidement super efficace, et j'écoutais Julie, et j'ai retrouvé des termes comme une grande euphorie, ou un côté magique, un côté complètement explosif de la réussite du traitement, et c'est des choses qu'à cette époque-là, on entendait volontiers. Et la sensation rapidement dans mon suivi de patient, c'est de me dire waouh, mais je vais vous le faire tout net et de manière très très prosaïque, waouh, ça a l'air trop efficace ce machin-là. Ma sensation dans le suivi de mes patients, c'était est-ce qu'on n'est pas en train de produire une bascule dans la perception qu'a le patient de sa propre maladie. Et donc, de ce petit feeling, on en a construit une réflexion locale, puis au national avec la Société française de rhumato. Et on a lancé une petite enquête qui visait à essayer de décrypter, en fait, en population courante avec plusieurs types de rhumatisme inflammatoire, ce qui se passait dans la conduite et la maintenance du traitement. Et à cette époque-là, on avait un petit peu réfléchi quand même, et on s'est dit, on va travailler sur les arrêts autonomes. Parce que dans la littérature, il est très difficile de trouver un facteur objectif qui trace l'adhésion aux médicaments. Et on s'est dit, tiens, et si on demandait bêtement aux gens? Et les psychologues de la santé nous disent, si tu demandes comme il faut avec le bon questionnaire, ça peut être un bon instrument de mesure de cette adhésion. Donc, on a défini l'auto-soin comme un arrêt autonome sans concertation avec l'équipe médicale du tout. Et donc, en population courante, on est passé par les associations de patients et on a fait un coup de sonde. Et voilà, on récupère dans une base de données qui était pas pléthorique, mais c'était aux alentours de 300-400 patients, un taux à peu près de 15% de rupture spontanée de ces médicaments biologiques qui, à l'époque, pouvaient, alors là, on l'a fait au milieu des années 2000, ou à la fois être en perfusion ou à la fois en sous-cutané. Quand on regarde les motifs, on retrouve le feeling du petit pharmacien de l'équipe, pas si pire, parce qu'en fait, un des premiers motifs d'auto-arrêt sans en parler à personne, c'est ça allait mieux. Et donc, le feeling que j'avais eu de me dire, tiens, on est en train de faire changer dans la tête des patients le paradigme de cette pathologie qui est invalidante et dégénérative, et puis ça ne va pas vers le mieux, à quelque chose qui ressemble plus à ça, quoi. Et donc, les gens, au bout d'un moment, se disent, tiens, je suis guéri. Ou tiens, ça a l'air d'aller, je vais arrêter l'affaire. Et puis on retrouve après des choses assez classiques en univarié, des problèmes de tolérance, et ça, Julie en a beaucoup parlé, des sensations que ça marchait pas, le bénéfice perçu pas top, et donc c'est un objet de rupture, et puis le ras-le-bol, l'usure dans le temps, voilà. Et puis j'avais peur des effets sur ma santé, c'est quelque chose qu'on voyait poindre au milieu des années 2000 sur boulala, et si à rebours, à moyen terme, on me fiche le cancer. Quand on regarde en multivarié, on conforte une image qu'on avait dans la littérature sur d'autres pathologies chroniques. Cette image, quelle est-elle? C'est que, la perception tout en haut, EVA de 0 à 4, la perception qu'a le patient de son symptôme dominant, là, c'est sa douleur perçue dans le rhumatisme inflammatoire. C'est un driver manifeste de rupture de soins, parce qu'on voit qu'on a un odds ratio à 2. Ça veut dire là, on avait un seuil en dessous de 4 qui traçait une douleur qui semblait un petit peu moins costaud.
alors, plus la douleur diminue en termes de perception, plus les gens sont prônes à arrêter leur traitement, c'est ça que ça veut dire. On voyait des choses aussi que dans la littérature étaient largement décrites, c'est que la complexité de la prescription, on voit un petit peu plus bas le nombre de lignes de biothérapie, c'est-à-dire l'histoire d'enquiller ligne après ligne de traitement, c'est un facteur d'usure et donc les gens lâchent plus, on a aussi un odds ratio à 2. L'auto-administration était un vrai souci à cette époque-là parce qu'on voit que quand on laisse partir des gens en dehors d'un hôpital de jour, là où ils avaient l'habitude des perfusions, on leur dit tiens, prenez votre seringue à cette époque-là et débrouillez-vous tout seul en ville et on vous revoit dans un an. Il y avait énormément de ruptures de soins. Et tout en bas, un pavé aussi intéressant, c'est plutôt de l'ordre de la perception du traitement. Et on voyait évidemment que plus la perception était négative, plus le patient était prône à arrêter. Et puis un autre truc, au final, la perception de ce fameux réseau autour du patient. Voilà. Si effectivement la perception du support médical et social était moins bonne, les gens lâchaient prise. Cette photographie, à cette époque-là, c'est vrai qu'elle nous a un petit peu remué pour nous dire il faut absolument qu'on trouve des parades. Et à la fois, elle nous a fait questionner un petit peu plus loin les modèles dominants, c'est-à-dire OMS des années 2000. Le modèle que je vous ai montré, il a été publié dans les années 2000. Et on s'est un petit peu posé un petit peu plus loin des questions pour se dire mais au fait, de quoi est-ce qu'on parle? Parce que là, on parle de défaut d'adhésion et c'était un one-shot, c'était une enquête de prévalence sur les ruptures autonomes de patients. Mais au fait, et si on intégrait une logique plutôt de temporalité, et Julie l'a très très bien introduit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un souci? Parce que là, on est un peu schématique d'attraper des gens à un moment donné sans savoir quel est ce moment. Est-ce que c'est pas plus compliqué que ça? Et on s'est adossé dans les 10 dernières années au consortium international qui s'appelle ESPACOMP, qui est la société savante qui traite de l'adhésion thérapeutique. Et on a réfléchi à cette temporalité pour arriver à un schéma comme tel. Alors, il n'est pas animé, c'est un petit peu ballot, mais je vais essayer de le faire comme ça. Qui nous dit qu'en fait, si on inscrit la question de l'adhésion dans le temps, on parle de différents phénomènes à différents moments du parcours de patient. Et je vais commencer par la gauche. Tout en haut à gauche, vous avez la première prescription. La question qui se pose, c'est d'une manière générale, et après on parlera de l'opérabilité sur vos patients à vous, parce que sans doute il y a des choses qui sont assez différentes. La première question qui se pose, c'est est-ce que le patient initie sa thérapeutique? C'est-à-dire qu'entre le moment où il a vu l'équipe de soins et où on lui a fait une prescription, est-ce qu'il va aller chercher son produit et est-ce qu'il va le prendre? C'est ce qu'on appelle l'initiation du traitement. Un deuxième élément qui est au milieu de la diapositive, c'est ce qu'on appelle l'implémentation. C'est-à-dire, une fois qu'il est à la maison, qu'il a ses produits, quelle capacité, quelle capacité il a à mettre en place le traitement tel qu'on l'a défini, avec un plan de prise parfois assez compliqué. C'est ça qu'on appelle l'implémentation. Et plus loin dans le temps, c'est une fois qu'il a passé les 2 premières épreuves, c'est-à-dire initier le traitement et être en capacité de bien s'organiser pour suivre le traitement, au fait, comment ça se passe dans la durée, c'est ce qu'il est capable de rémanence d'effet dans le temps, de tenir le choc dans la durée. Et en fait, à cette époque-là, donc ça c'est un modèle qu'on a co-construit avec une collègue grenobloise, Aurélie Gaucher, qui est psychologue de la santé, prof de psycho à Chambéry. Maintenant, l'idée de ce schéma, c'est de dire, en fait, quand on parle d'adhésion, on parle de différents trucs à différents temps du parcours. Et donc, il faut que dans l'accompagnement clinique, il faut qu'on soit bien clair sur ce qu'on vise à faire sur un continuum. Le premier truc, et Julie en a largement parlé, c'est accompagner le patient dans l'acceptation de ce qui lui arrive et redéfinir son identité de patient. Juste en dessous de cette acceptation, un truc alors là pour le coup, qui est d'un tout bon apport de ma collègue psychologue de la santé, c'est la notion de choix. C'est-à-dire, est-ce que le patient il a la sensation qu'il peut choisir dans l'amorce de son traitement? Et tout ça fait effectivement l'initiation du traitement. Implémenter, pas grand-chose à en dire. Et la dernière action, effectivement, persister dans le temps, c'est quoi les outils pour accompagner cette affaire-là? Sur ce schéma, il y a un deuxième truc de complexité qui apparaît, et j'aime bien le dire parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de psychologues dans la salle. Quand on travaille en psychologie de la santé sur ces phénomènes-là d'accompagnement de l'adhésion,
intuitivement, on parle beaucoup de l'intentionnel. Et moi, en tant que pharmacien, je dis, ben ouais, il y a pas mal de fois où c'est non intentionnel. Effectivement, sur le schéma que je vous propose, implémenter à la maison une mise en place de traitements complexes, c'est souvent de la bonne intention. Les gens ont envie de bien faire. Et les défauts qui apparaissent, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est pas intentionnel. Donc, dans ce modèle, il y a de la temporalité et il y a aussi de l'intentionnalité et parfois de la non-intentionnalité. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc ça, peu importe. Donc au final, on questionne là, il y a quelques années le fait que le monde médical, surtout chez nous, hein, pas chez vous, parce que vous avez l'air de bien connaître, questionne plutôt les gens au niveau de leur comportement médicamenteux de manière binaire. Hein. Il est alors historiquement on disait observant, mais le terme est quasiment obsolète depuis 10 ans, parce que dans la littérature internationale, on parle d'adherence, donc on devrait parler en français d'adhésion. Et pas que pour le médicament d'ailleurs. Donc binaire, c'est oui, non, blanc, rouge, c'est-à-dire il prend pas. Et là, on questionne sur base de ce modèle, dire bah non, c'est pas blanc, rouge, c'est les gens ont des difficultés et il faut les serrer, les ranger dans des boîtes et voir ce qu'on peut en faire au niveau de l'accompagnement éducatif. Et puis on se dit, mais oui, mais attendez, là on questionne la temporalité, mais au fait, peut-être qu'il y a à questionner l'espace du soin, c'est-à-dire en temps réel, on demande beaucoup de choses à faire à notre patient. Là, moi, je parle de mes médicaments, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, heureusement. Il y a tout un tas de choses à mettre en place dans le suivi du traitement. Qu'est-ce qui se passe de la stabilité du comportement dans cet espace du soin en extemporané? Et donc, c'est un autre travail qu'on a fait dans la foulée. Là c'est la public qui donne le rendu, qui nous met en évidence les biais compensatoires. C'est quoi cette affaire-là? C'est-à-dire que dans une thérapeutique complexe, dans lesquelles il y a plein de médicaments, dans lesquels il peut y avoir de la kiné, des efforts à fournir au niveau de la diététique, etc. Et ben, quand le patient sort de la consultation pluridisciplinaire, et ben, il va aller faire son marché. Et donc, la question qu'on se posait à cette époque-là, là c'est en cardiologie, c'est un autre endroit où je bosse, c'était de quelle manière il fait son marché, parce que de toute façon, il le fait, son marché. Et dans sa tête, comment il hiérarchise les choses, et comment il les maille, et comment il se fait des petits arrangements avec lui-même pour se dire, bon, quand même, je mange plein de salades, c'est pas la peine de prendre des statines. Ou là, je fais un effort, je bois pas trop de pinard, donc c'est pas la peine de faire du sport. Et donc, ce papier nous renvoie au fait que dans cet espace du soin, en extemporané, il faut être très vigilant sur comment, comment on visualise et sans doute on trouve des astuces pour mailler les efforts à faire consentir au patient, pour l'emmener, pour l'engager de manière efficace dans le soin, sachant qu'il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées à opérer. Moi, personnellement, en ce moment, dans ma pratique, ce que je trouve le plus évident à faire opérer à mes patients, mais c'est peut-être pas pareil pour les vôtres, mais si, Julien en a parlé tout à l'heure, c'est l'exercice physique. Parce qu'en fait, quand on leur dit, allez, il faut aller acheter des baskets et un short et venez, on va faire de l'exercice physique, les gens, ils trouvent ça tellement sexy qu'ils sont emballés, ils y vont même un peu trop, comme disait Julie. Et avec cet effort consenti qui est pas un effort très colossal pour mes patients, on va pouvoir petit à petit enclencher d'autres demandes de micro-sacrifices et les engager de plus en plus. Donc en fait, pour synthétiser cette évolution de réflexion sur ce modèle, plus on avance, plus ça se complique. Et je pense que, en ce moment, je me questionne et on est en train de travailler sur revenir sur la prescription médicamenteuse et essayer d'identifier les biais compensatoires selon les classes thérapeutiques, parce que là, personne l'a trop fait pour l'instant, mais on le sait bien intuitivement dans notre pratique. Les gens sur une même classe thérapeutique, ils se font leurs petits arrangements, et puis il y a des trucs qu'ils mettent sous le tapis parce qu'ils trouvent que c'est pas important, puis d'autres qui peut-être potentiellement prennent de trop. Au final, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça sera ma dernière diapositive. En reprenant ce continuum, la réflexion qu'on a en ce moment, et je vous la livre, et je suis là pour discuter parce que c'est pas figé et on continue à réfléchir. Il y a ces 3 étapes. L'étape d'initiation, d'implémentation et de persistance. Et à chacune des 3 étapes, on se questionne sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Sur l'étape, la première d'initiation, il y a un vrai boulot. Alors là, moi, je suis pas à l'aise du tout parce que c'est pas mon métier. Heureusement qu'il y a Julie sur l'estrade. Il y a un vrai boulot autour de l'échange autour de l'identité. Tu t'en as largement parlé tout à l'heure. Et au sens large, les croyances, les représentations, et à la fois de ce qui arrive dans la temporalité de ma maladie, et potentiellement de ce qui peut se jouer
potentiellement ou par expérience qui peut se jouer avec les traitements qu'on propose. Et ça, Julie l'a largement mieux décrit. Est-ce que je suis encore malade comme avant avec le Kaftrio? C'est la question centrale, je trouve, de ce que tu as dit. Dans l'idée de choisir, ça aussi, faut discuter si ça colle à votre fil actif, mais le renforcement de la relation médecin-patient et la construction de la décision partagée, ça semble central aussi de cette initiation du traitement. J'ai relevé 2 petits trucs en préparant. Je me suis dit, waouh, quand je regarde le RCP et je regarde l'épidémiologie des effets indésirables et leur fréquence, sachant qu'en décision partagée, quand même, l'idée de dialoguer sur la perception du risque et la perception du bénéfice, c'est quand même au centre. Quand je vois la fréquence des effets indésirables, ça doit être chaud quand même quand on démarre le traitement, parce que la perception, elle est biaisée par le volume de risque objectif, évidemment. Et puis, il y a un petit truc qui m'a titillé aussi, 180 € le comprimé, je ne sais pas vous, mais j'ai quand même des patients. Alors moi, je suis un petit joueur, hein. Les lignes de traitement, c'est à l'échelle de 1 500 € par mois, donc c'est pas énorme, hein, par rapport à vous. Mais j'ai quand même des patients qui me disent, docteur, je mérite pas ça. Et donc qui se mettent en rupture parce qu'ils pensent que socialement, ils peuvent pas dépendre de la solidarité. Et c'est un problème, à mon avis, qui peut prendre de l'ampleur du fait de l'innovation et du coût de l'innovation. Dans implémenter, pareil, j'ai regardé le RCP, je me suis dit, waouh, les plans de prise d'enfer, c'est vachement compliqué, il y en a dans tous les sens. Et là, la question, c'est de simplifier et surtout d'automatiser. Donc, on a des stratégies. Le pharmacien clinicien, il est assez à l'aise parce que c'est un peu au cœur de ce qu'on nous demande dans les unités de soins, de trouver de la simplification et de trouver à tous les étages, en nombre de lignes, en plan de prise, en galénique, en auto-soins, des choses qui permettent de faciliter la vie aux gens et surtout qui permettent d'automatiser cette prise de médicaments. Tant qu'elle n'est pas automatisée, ça reste un petit peu chaotique. Et au final, l'étape de persister, c'est surtout la boîte à outils de l'entretien motivationnel, hein, c'est-à-dire, mais ça vous savez faire par cœur, hein, partir du projet, des objectifs, des habitudes des gens et faire rentrer la contrainte du médicament là-dedans au mieux, même si c'est pas optimal. Je pense que c'est quand même la garantie que ça pourra durer un petit peu plus longtemps. Je vais m'arrêter ici parce que si j'avais une petite dernière diapo quand même, parce que j'ai glissé ça. Il faut juste que je retrouve ma souris. Pardon. Hop, j'ai mis ça. Parce que ça, c'est un constat que je me fais à moi-même. J'ai dit, soyons vigilants, donc les yeux bien ouverts sur les défauts non intentionnels. Parce qu'avec le petit recul que j'ai, je me dis souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est focalisé sur l'intention et on traque les gens qui verbalisent qu'ils en ont marre et qui vont arrêter. Mais souvent, le non intentionnel bécasson, notamment au niveau de la mise en place du traitement, de la fameuse implémentation, va faire émerger de l'arrêt intentionnel. Exemple, si votre galénique ou votre plan de prise est tellement complexe qu'il faut bac plus 42 pour comprendre, et puis après avoir une courbe d'apprentissage de plusieurs semaines pour arriver à vous administrer le truc, au bout d'un moment, les gens ils lâchent prise, et de fait, intentionnellement, ils disent je bloque tout, je prends plus. Et ça, je trouve qu'on est, on est dans la sophistication de la psychologie de la santé, et souvent les petits trucs pragmatiques du terrain d'utilisation du médicament sont un peu occultés. Voilà, je m'arrête ici, je redonne la parole à Cathy. C'est bon. Ouais. Super, donc je te disais que les applaudissements étaient bien nourris. Il y a deux stratégies maintenant, on a un petit peu de retard. Alors, soit vous êtes fun et on reste encore un petit peu et on fait les questions à Benoît, puis on enquille avec le dernier topo, soit on réunit tout de suite le dernier topo pour un peu optimiser au niveau temps. Qu'est-ce que vous souhaitez? Les questions, c'est parti. Non, il n'y a pas les questions. Vous voulez qu'on vote? On fait un débat mouvant. Mais non, mais je blague. Allez, on enchaîne? Ok, ça roule. Alors, du coup, à la suite de ce qu'on vous a présenté, par rapport à effectivement ce dont on sait, enfin ce dont on perçoit grâce aux lunettes de nos psychologues dans nos CRCM, grâce à ce qu'on entend
au niveau de nos patients, de ce que apporte l'éclairage de professeur Aléné, avec sa casquette de pharmacien clinicien. On se rend bien compte qu'il va falloir un petit peu injecter des choses au niveau de l'éducation thérapeutique pour accompagner ces fameux changements. Alors, on a même rajouté concrètement. Alors, avant de rentrer dans du concret, une toute petite phrase que je vous laisse maturer. Chacun veut faire quelque chose de sa vie et a besoin pour cela d'une santé qui lui soit particulière. Ça veut dire qu'effectivement, cette santé qui vient se bousculer sur une identité, s'il souhaite y retourner, ce ne sera pas à nous de dire... Il ne faut pas. Donc, il faut vraiment être dans cette dynamique. Et puis que, forcément, on est tous très singuliers. Nous pouvons ainsi constater que la santé d'un humain singulier dans la quête du bonheur, qui est la sienne, consiste en fin de compte à trouver des conditions de vie acceptables par lui et propices à sa quête de bonheur, compatibles avec celle-ci. Donc, tout ça est à maturer. Je vous ai dit... Non, mais j'arrête là, j'arrête là. Bon, alors, pour mieux accompagner les changements, du coup, il y a 2 éléments. On a parlé d'être vraiment, d'écouter, d'être à l'écoute de nos patients, mais voire mieux, regarder avec leurs lunettes. Parce que quand on écoute, on n'a qu'une seule chose, c'est ce qu'ils nous disent. Mais il y a toutes les autres dimensions qu'on va pouvoir aborder au niveau de l'éducation thérapeutique. Et puis, de respecter cette temporalité que nous a décrite si bien, à la fois d'ailleurs, Julie, que Benoît. Regarder avec les lunettes, ça signifie qu'effectivement, il faut revenir aux fondamentaux. En fait, l'OMS l'avait déjà bien dit. C'est qu'en fait, les déterminants de la santé, le fait qu'on se sente en santé qui m'est propre à moi et que j'estime, moi, bonne, ça dépend aussi énormément de facteurs. Bien sûr, personnel, nous l'a bien rappelé Benoît, cet état de santé. Et souvenez-vous, la dia de Benoît montrait un petit peu tous ces différents niveaux, social, économiques, environnementaux. Donc, il va falloir un petit peu, pour pouvoir regarder avec les lunettes des patients, dans le champ un petit peu de ce qui nous intéresse, d'être à leur écoute, c'est de garder cette globalité en tête. Voilà. On n'a peut-être pas tout pour pouvoir explorer tout cela, mais de l'avoir quand même quelque part. Et qu'effectivement, quand Benoît nous alerte sur le coût d'un médicament, ça ne nous a pas forcément, nous, venu à l'esprit. Donc, il y a vraiment un petit peu tout ça à avoir en tête. Regarder avec les lunettes de patient, c'est aussi de s'appuyer sur les psychologues qui sont nombreux dans cette salle. Il existe de nombreux modèles en psychologie de la santé qui peuvent nous aider à regarder avec les lunettes du patient. Je ne reviendrai pas sur un des petits choix que j'avais fait pour vous exposer, et Benoît en a fait un autre dans son topo. Mais en éducation thérapeutique, pour arriver maintenant et recentrer à là, maintenant, tout de suite et ensemble, c'est en fait l'éducation thérapeutique, ça signifie, regarder avec les lunettes de patient, c'est de se poser et de poser les questions ouvertes et d'écouter et de reformuler et de synthétiser, voire de réajuster. Et ça s'appelle dans notre jargon, parce qu'on jargonne beaucoup, en ETP, on aime beaucoup ça, hein, c'est les pédagogues qui nous ont dit qu'il faut jargonner. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que les bilans éducatifs partagés ou les diagnostics éducatifs. Quel est le but à ça? Il ne s'agit pas simplement de passer un moment intense avec le patient ou la famille. C'est vraiment de recueillir les besoins, quelles sont les attentes, faire un peu un cliché instantané sur tout ce que vient de nous raconter Julie et Benoît, pour essayer ensemble de déterminer des objectifs qu'on va souhaiter lui faire atteindre ou l'aider à atteindre. Et il ne s'agira pas de mieux prendre un traitement, mais il s'agira d'intégrer quelque chose, un projet, et que sais-je encore. Donc ce BEP nous a paru être un élément clé, en tous les cas, au niveau de ce changement, au niveau de l'arrivée des modulateurs à réaliser par nos équipes auprès de nos patients. On peut même dire d'ailleurs, c'est un événement. Finalement, s'il faut dire, c'est un événement ce CAF Trio, c'est un événement cette transformation. Et du coup, on va faire des BEP événementiels. On va complètement aller dans ce champ-là. Tout se révolutionne et il faut maintenant qu'il faut recommencer à retourner sur des basiques qui sont là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le changement et quels sont les caps que vous voulez avoir? La temporalité, elle peut aussi s'analyser en éducation thérapeutique, et Benoît l'a nommé, et j'ai 2 diapositives derrière, mais je pense probablement je vais les passer compte tenu du retard. C'est effectivement l'entretien motivationnel. Il faut questionner ce changement, où est-ce qu'ils en sont dans ce changement,
pour faire route ensemble et pour pouvoir faire ce fameux parcours éducatif qu'on a décidé, un peu en honneur aussi d'autres personnes qui sont dans l'éducation thérapeutique de la muco depuis très longtemps, quelque chose un peu d'événementiel. C'est-à-dire qu'on va sortir de ce programme, on va sortir de tout ce qu'on sait là à l'heure actuelle, et on va commencer, il va falloir réinventer. En définitive, on ne va pas vous donner beaucoup de recettes, concrètement, mais il va falloir maintenant réinventer nos soins. Il y a Horizon qui va arriver au niveau de nos nouveaux CRCM, et ben à nous, parce que là, je pense que par contre, l'éducation thérapeutique, elle doit être pas lâchée dans ces nouveaux CRCM, et réinventons l'ETP autour de l'accompagnement au changement. Et ça passera par redéfinir des caps, des chemins, que sais-je encore. Et puis, Benoît l'a dit sur un certain nombre de choses. Nous, on s'imagine, on les connaît, nous, en pédiatrie depuis très longtemps, vous, les adultes, depuis aussi un grand nombre, qu'ils ont acquis tellement de choses, ils vivent avec. Mais en définitive, ces acquis sont complètement bouleversés. Donc, il va falloir un peu re-questionner ça, au même titre que, de toute façon, ces changements apparaissaient dans la vie au gré de l'apparition d'un diabète, au gré d'une grossesse, au gré d'un divorce, au gré d'un déménagement, que sais-je encore. Donc, il faut vraiment être dans cette dimension que rien n'est acquis et tout est à construire. Ah, c'est pas mal. Voilà. Donc, respectons la temporalité du patient. Donc là, je vous ai mis la petite roue un peu de ce qui décide, qui motive un peu à bouger les gens. D'abord, on n'a pas trop envie de bouger. Puis après, on se dit, pourquoi pas moi, en fait. Et puis du coup, on prépare un petit peu tout ça. On se met en action et on maintient. Alors ça, c'est beaucoup utilisé sur, par exemple, faire du sport. Moi, j'ai jamais réussi cette roue, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que je reste pré-contemplative depuis très longtemps. Mais ça, ce sont de genres de modèles qui ont été dictés, qui ont été élaborés par Prochaska et Di Clemente, et c'est très utile pour mesurer à quel niveau est la volonté de changement de nos patients. Donc, on peut très bien aussi essayer de savoir à quel niveau ils se situent. Et quand on fait ça, en définitive, on amorce ce qu'on appelle l'éducation, n'importe quoi. On amorce l'entretien motivationnel. C'est en fait ça. On va essayer un petit peu de savoir où est-ce qu'il en est. La définition, c'est on va être là pour guider de manière collaborative, évidemment centrée sur le patient, pour un peu susciter et renforcer cette volonté au changement. Donc là, le changement, il est là, en définitive. Ils n'ont pas bien le choix, parce que des fois, nous, on ne leur met pas le choix. Moi, je me souviens avoir eu des grands débats avec certains patients et certaines familles, parce que moi, je suis trop contente, quoi. Et eux, ils me disent, mais non, sois pas trop contente. Alors, il faut que je réajuste un petit peu mon regard, effectivement, par rapport à ça. Et ce qui est bien, c'est que là, du coup, je suis dans une dimension, quand on fait ça, quand on se met un pas en arrière, on calque à la motivation, à cette modification, à ce changement qui arrive. Du coup, les indications, c'est quand il est question d'un changement de comportement, quand on est face à une personne qui est ambivalente face au changement. J'y vais ou j'y vais pas au sport? Donc ça, c'est de l'ambivalence et on va le questionner. Lorsqu'on veut aider à la préparation du changement, alors Cathy, pour que tu y ailles, de quoi as-tu besoin? Alors j'ai besoin de ci, puis je veux ça. Donc ça, c'est des choses que l'on travaille en éducation, en entretien motivationnel. Et puis quand on veut baisser la résistance au changement, et puis quand on veut imprimer un autre style relationnel, parce qu'on puise énormément dans l'écoute active. Du coup, on écoute, comme je vous dis, les principes, on écoute, on évite le réflexe correcteur. Mais Cathy, c'est vraiment bien d'aller faire du sport. On explore et on comprend les motivations du patient et on encourage le patient. Du coup, au niveau de l'éducation thérapeutique, on revient faire chemin ensemble vers une éducation thérapeutique événementielle. Ça veut dire quoi? Finalement, on a un peu fumé la moquette. Globalement, c'est comme si, au niveau, vous êtes en train de faire une recette avec vos patients. Je veux dire, choisir la recette, choisir les ingrédients, la quantité, etc., le patient va le faire. Et puis, du coup, vous allez pouvoir préparer le plat ensemble, qui va être un peu les séances d'éducation thérapeutique. Et puis, vous allez le goûter ensemble, lui, ça va lui plaire, on rajoute de ci, on rajoute de ça. Et donc, on est vraiment dans cette dimension, au niveau de l'accompagnement, de tout mettre, entre guillemets, à disposition. C'est facile de le dire sur une estrade. Croyez-moi, pas si simple que ça quand même devant toute cette noble assemblée, parce qu'on a nos jours qu'on connaît. Enfin, je veux dire, moi le matin, quand j'arrive le matin, je sais comment je finis le soir. Et d'implémenter dedans toujours cette dimension de faire de la cuisine, c'est pas facile du tout. Donc à vous aussi, vous avez votre propre roue de changement Prochaska.
vous pouvez être mesuré dans quel niveau vous êtes à vouloir le mettre en œuvre. Mettez-vous des trucs et astuces pour implémenter de l'ETP dans votre quotidien et vous allez voir, au bout d'un certain temps, vous allez maintenir l'ETP dans vos CRCM. Des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Hein. Certains outils sont complexes. Il faut tout se préparer avant pour se dire « Ah, il n'est pas prêt, ben, je ne fais pas ». Donc, il y a à vous aussi à questionner par rapport à ça. Je digresse, j'adore digresser. Bon, j'arrête. Du coup, je vais pouvoir un petit peu passer la parole à Amélie, qui va un petit peu maintenant vous dérouler ce que l'on a mis un petit peu en place au niveau de l'ETP et les modulateurs. Merci. Donc, c'est effectivement important de cuisiner parce qu'on aime tous manger, et je pense surtout dans cette salle. Donc, au moment... Vous n'entendez pas ? Si. Au moment de cette ETP événementielle, donc, qui est la mise en place des modulateurs, c'est vraiment, je pense, important de refaire un état des lieux et de se mettre vraiment à cuisiner avec le patient, choisir ses ingrédients. La mise en route du traitement, je pense que Julie nous l'a bien dit, on en avait bien conscience, mais là, moi, j'ai d'avoir tout en même temps, en une demi-heure, c'est bon. Le regard du patient a changé, ses repères ont changé. Comme dit Julie, il a besoin de savoir comment marche son corps aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ça. Du coup, tout le monde dans la salle connaît le GTEM, le super groupe de travail en éducation thérapeutique. On a décidé de réfléchir autour vraiment de l'accompagnement, de la construction d'outils de séance en lien avec ces modulateurs. Donc, avec beaucoup de patients, de parents investis avec nous. On les remercie parce que j'en vois quelques-uns dans la salle. Ils nous aident vraiment beaucoup. On a des professionnels de tous les CRCM, de tous les horizons. Et je le redis, je pense que c'est important, on construit des outils et des séances, on s'appuie sur les consensus et les protocoles médicaux. Parce qu'il y en a qui viennent au GTM en disant « Ah, on va faire ça dans la prise en charge kiné, tout ça ». Non, la prise en charge kiné est décidée en dehors du GTM, et au GTM, on construit les outils d'ETP qui vont bien pour mettre ça en place. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par faire un énorme focus group avec tous ceux qui avaient envie de nous rejoindre. Donc, on a fait un appel national. Et on a posé ensemble, sur un outil qui s'appelle Padlet, pour la petite histoire, tous nos besoins, donc qui sont à la fois les besoins des patients et à la fois les besoins des équipes. Et puis en parallèle de ça, on a demandé aux équipes qui avaient déjà commencé à réfléchir à des outils, et on a eu des super présentations d'outils, de nous présenter ce qu'ils avaient fait, toujours dans cet esprit de partager les bonnes idées. Et là, un petit appel à Poème, que tout le monde a vu, on partage les outils éducatifs dans la muco. On a dégagé de ce focus group et de ce salon des outils 3 axes de travail qui nous semblaient prioritaires et du coup qui a mis un peu en place 3 groupes de travail. Donc il y a un groupe qui travaille sur les nouveaux repères, les nouveaux ressentis. Il y a un groupe qui travaille plus sur tout ce qui est adaptation des soins et de la prise en charge et un groupe qui est plus au niveau des répercussions psychosociales. Donc, dans le premier groupe Nouveaux repères, nouveaux ressentis, on a commencé en premier, donc comme vous a dit Cathy, l'état des lieux, refaire de la cuisine, refaire la recette. On a fait en tout premier le BEP, donc, que je vous montre, qui se présente comme ça, sur une idée ingénieuse de l'équipe du CRCM adulte de Lyon. Normalement, tout le monde a pris sa petite enveloppe avec les exemplaires imprimés pour pouvoir faire avec les patients. Ce BEP, il est en cours d'adaptation pour les enfants. Là, c'est vraiment un modèle qui est pour les ados, les adultes, parce qu'il y a aussi les questions de sexualité, d'addiction, tout ça. Avec les enfants, on va l'adapter un petit peu. L'idée, c'est de choisir avec le patient les thématiques qu'il souhaite aborder, donc de choisir ses ingrédients pour pouvoir mettre en place la recette après. Et puis, ça permet aussi, il y a beaucoup d'équipes qui l'utilisent comme ça, d'échanger sur ses ressentis. Avant, je ressentais ça, maintenant, je ressens ça. Il y a plein de patients qui prennent le BEP et en fait, qui barrent. Ça, je ressens plus, ça, j'ai plus, ou alors ça, plus. Maintenant, c'est comme ça. Donc, il y a plein de manières d'utiliser le BEP. Dans l'éducation thérapeutique, on fait de la cuisine. Donc la cuisine, ça se fait comme on a envie de le faire aussi, et comme le patient a envie. Le groupe qui travaille sur les nouveaux repères, nouveaux ressentis, donc ils ont choisi, ce groupe, maintenant qu'on a fini le BEP, de travailler notamment sur tous les repères en lien avec l'exacerbation, de redéfinir les signes et seuils d'alerte, justement de voir comment marche mon corps, qu'est-ce que je ressens, d'analyser les symptômes, et surtout, quand et comment réagir. Je pense que vous connaissez tous l'outil Réagir. Là, on s'est dit que c'était vraiment le moment de le reprendre, de le refaire avec les patients, parce que comme l'a dit Julie, c'est vrai qu'il y a des craintes, beaucoup de la rechute. L'annonce d'exacerbation, pour beaucoup de patients, elle est très dure, et du coup, ils ont tendance aussi à vraiment minimiser leurs signes et à venir assez tard au CRCM, en tout cas à nous appeler assez tard, parce qu'avant, ils se disaient « je tousse comme ça, je crache comme ça, j'ai tel goût dans la bouche, je sais que j'ai une exacerbation ». Et aujourd'hui, c'est des repères qu'ils n'ont plus du tout. Donc, il faut vraiment qu'on leur redonne ces repères-là. Donc ça, c'est le prochain travail du groupe Nouveaux repères.
Ensuite, il y a le groupe adaptation des soins. Donc là, on a divisé en 3. Il y a un premier groupe qui travaille autour de tout ce qui est kiné et activité physique et qui est en train de construire des ateliers, donc notamment à plein poumon pour optimiser son souffle avec le CAF Trio. Comment bien faire du sport et les activités physiques avec CAF Trio. Quel sportif je suis, donc dans la boucle Prochaska. Cathy va être la première testeuse de cette séance. Ensuite, il y a un groupe qui va plus travailler sur l'alimentation, la nutrition, donc qui travaille en ce moment vraiment sur la complexité de l'équilibre nutritionnel. C'est vrai en pédiatrie, c'est vrai plus chez les adultes, des adultes qui ont depuis 30, 40 ans eu l'habitude de manger très gras, très salé, sucré, ce qu'ils avaient envie en gros, qui aujourd'hui ne peuvent plus faire ça. Donc c'est vraiment une modification des conseils. Et aussi beaucoup un travail autour de l'image corporelle due à la prise de poids et de se sentir bien dans son corps. Le troisième groupe travaille sur les traitements, donc aussi bien sur des outils qui vont présenter la molécule. Il y en a peut-être qui ont déjà vu les petits Legos. C'est spécial Benoît, ça. La molécule, mais aussi la prise, avec quand et comment adapter ma prise de traitement. Peut-être que la semaine, je me lève très tôt pour aller au travail. Le week-end, je me lève plutôt très tard parce que je récupère. Peut-être que je ne prends jamais de petit déjeuner parce que je n'aime pas prendre un petit déjeuner. Et comme l'a dit Benoît, la contrainte, c'est le modulateur. Il faut le prendre en même temps qu'un repas, mais un repas gras, et du coup en même temps que des extraits pancréatiques. Donc c'est des contraintes sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille. Et puis on a tenu aussi à travailler sur tous les événements. Donc on a volontairement appelé ça des événements et pas des effets secondaires qui peuvent survenir ou qui surviennent pour travailler avec le patient, notamment sur les trucs et astuces à mettre en place. Et puis sur tout ce qui est adhésion thérapeutique, notamment pour Benoît. Ensuite, il y a un troisième groupe qui travaille, donc qui est animé par Julie et Virginie Dwing, qui est sûrement pas loin, maman qui a présenté ce matin, donc qui s'appelle « Ma vie, mon avenir avec la muco et le CAF Trio ». On a mis très longtemps à trouver ce titre. C'était des débats et des heures en visio, qui va plus travailler sur tout ce qui est répercussions psychosociales, le retentissement relationnel dont Julie vous a parlé tout à l'heure, le fait d'accepter qu'on ait un avenir, de réussir à se projeter dans cet avenir incertain, avec parfois un projet professionnel qui se met en place, des patients qui ne travaillaient plus du tout et qui là, ça leur tient à cœur, sur des aides sociales qu'ils perdent du jour au lendemain, et du coup comment faire pour vivre aussi. Donc pour l'instant, le groupe travaille vraiment sur des points de repère pour la posture des soignants, sur des points de repère pour les soignants, pour les aider à détecter des situations qui nécessiteraient d'être adressées un peu plus vite que d'autres à la psychologue, ou en tout cas les psychologues ne sont pas forcément disponibles pour voir tous les patients du CRCM. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu des signes d'alerte, ou en tout cas des petits repères qui nous feraient dire là, il faut qu'on creuse un petit peu cette idée-là. Et puis plein d'outils qui vont nous aider pour ouvrir la discussion, lancer des perches aux patients, et notamment rebondir sur ce que disait Julie tout à l'heure, le « je vais mieux et pourtant ça ne va pas ». Et je dois avoir le droit de le dire. Et puis des outils pour aider le patient à identifier sa nouvelle identité, pouvoir se repérer, tenir un cap. Et là, on a encore fumé la moquette, comme dit Cathy. Pour l'instant, notre idée, ce serait de faire un petit vélo, avec un vélo qui est donc très symbolique, avec le cadre. Quel est mon cadre? Qu'est-ce qui me guide? Ce qui m'éclaire, sur quoi je vais m'appuyer? Quelles sont mes réserves que je peux mettre sur mon porte-bagages? Ce qui va me protéger? Ce qui va plutôt me faire avancer, les relais que j'ai, et puis ce sur quoi je dois porter mes efforts et appuyer un peu plus fort sur les pédales. C'est des outils qui sont très imagés pour vraiment parler aux patients et être simples à utiliser par toutes les équipes. Dans les CRCM, on a vraiment la chance d'être des équipes pluridisciplinaires, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Et visiblement, dans le CRCM de demain, il n'est pas question de ne plus être des équipes pluridisciplinaires, et tant mieux. Je pense que chacun a son rôle à jouer à sa place. Chacun va apporter des ingrédients différents pour permettre de réussir une recette. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de venir découvrir tous les outils. Donc, soit demain au Salon des outils pour ceux qui ont la chance d'avoir un train un peu tard, soit sur le site de l'éducation thérapeutique sur la filière mucoviscidose. Et puis, ceux qui ont envie de nous rejoindre, venez cuisiner avec nous comme vous voulez. Alors, on a le temps de quelques questions pour Benoît, pour nous, ou encore pour Julie, sans aucun problème. Il se fait tard. Je vous rappelle qu'après, il y a... poser une question, moi ? Assemblée. Des questions pour Benoît? Non, mais moi, je peux poser une question ? Oui, vas-y. Allez-y, professeur.
quand je vois le menu que vous proposez, donc confère la deuxième réflexion et le papier là en cardiologie sur la question, c'est comment vous comptez comment dire, mailler l'ensemble de ces possibles. Parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, comme dans toute pathologie chronique, et qu'on n'adresse pas suffisamment l'idée de progression pédagogique, je crois. Enfin, c'est pas que pédagogique d'ailleurs là, et comment dire, de mise en place concrète de la co-construction, quoi. Et quand je vois la liste du menu, waouh, je me dis, comme disait Amélie, ben, ceux qui avaient l'habitude de manger beaucoup de saucisses et tout ça, du jour au lendemain, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ce maillage et comment vous pouvez faire ça? Parce que je pense que c'est un vrai gros enjeu, quoi. Merci. Merci. Alors, la première chose, c'est que beaucoup ici dans cette noble assemblée participent à des groupes de travail qui sont en fait tous en parallèle. Il n'y a pas un qui avance avant l'autre. Il y a un parallélisme parfait avec des vitesses de groupe qui font qu'il y ait des BEP qui sortent plus vite que mon avenir avec le CAF Trio. Donc, quelque part, on essaye, et c'est aussi pourquoi on a un petit peu tenu à avoir cette session, c'est qu'on ouvre nos réunions pour que le plus de gens viennent et on se sent tous impliqués. C'est-à-dire que aussi bien, je sais pas moi, Marseille, Nantes, enfin je vais pas tous les citer, nos 45 CRCM, mais j'ai vraiment l'impression, enfin on a l'impression avec Amélie, que nous on fait juste de la coordination, on est à notre juste titre, c'est-à-dire qu'on envoie les liens Zoom, on valide pour les différents outils et on s'occupe de trouver des financements pour les éditer. Et à ce titre, je tenais à remercier à la fois la filière muco-CFTR qui en a édité, mais pas que. Il y a aussi Vaincre la muco, mais pas que. Il y a aussi les laboratoires. Et en fait, on se rend compte que quand un soignant, on lui dit « Non, mais tu te débrouilles, tu ne t'occupes pas de tout ce qui est le backup, mais tu penses et tu produis », et bien là, immédiatement, ça produit. Et après, on n'est pas seul. On a des patients, et d'ailleurs, on peut encore ouvrir à d'autres patients et d'autres familles. On va aller les tester. Là, le BEP a été testé. On va le réajuster. Un peu, c'est grand n'importe quoi, en fait, Benoît. Non, puis on a aussi beaucoup de professionnels et beaucoup de patients, d'ailleurs, qui sont dans plusieurs groupes différents, ce qui nous permet vraiment de faire du lien. Alors, on essaye avec Cathy d'être dans tous les groupes, mais il y en a maintenant 9. Donc, vous voyez bien, coordonner les 9 groupes, plus assister à toutes les visios et tout ça, c'est compliqué. J'en profite pour remercier nos super animateurs, coordinateurs de groupe. Il y en a beaucoup qui sont là. Sans vous, on ne pourrait rien faire. Mais voilà, faire le lien entre les groupes et avancer en parallèle. Et puis, on se fait des journées plénières où chaque groupe présente où il en est et on avance dans le même sens. Et puis après, je pense que le maître mot qu'on va retenir, c'est aussi la cuisine et l'événementiel. C'est aussi l'événement en fonction du patient et de ce que lui a envie de faire à ce moment-là. S'il veut plus travailler sur l'activité physique ou plus sur l'alimentation, eh ben, c'est son choix et c'est à nous de le respecter. L'idée, c'est d'avoir le plus d'ingrédients possible pour constituer la recette et de ne pas cibler la prise de médicaments, mais d'avoir vraiment plein de choses à proposer. Et de le dire, et de le montrer, et de le faire savoir, et de diffuser. Et d'aider. Après, nous aussi, on est en capacité de s'entraider. Là, je disais que faire de l'ETP au sein d'un CRCM, c'est complexe, et on en a bien la conscience. Donc du coup, on peut aussi, on est là pour vous aider à faciliter les choses ou à vous donner des trucs et astuces pour... C'est compliqué. C'est tous les niveaux, en fait, Benoît. Mais vous avez vu qu'on aime beaucoup les acronymes, donc on travaille au GTEM, on a fait des poèmes, et on propose aussi des tandems. Donc tandem, c'est l'accompagnement national pour le déploiement de l'ETP dans la muco. Et on fait de la cuisine aux petits oignons avec chaque équipe qui le demande pour les aider localement à implémenter tout ça. Donc ceux qui ont besoin, n'hésitez pas. On sera là jusqu'à 15h55 demain, sur une table avec tout ce qu'on peut vous proposer. Et le GTEM est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Il y avait d'autres questions ou pas? Dans la salle? Il est 17h, ça commence à être dur. Il y a encore une plénière et une AG. Très bien, merci en tous les cas à vous être inscrits.